Je suis très heureux de revenir. C'est vrai ça fait plusieurs années qu'on faisait des ateliers de ce qu'on appelle de self-shiatsu, d'auto-shiatsu. C'est des techniques d'automassage qu'on utilise beaucoup en prévention, santé, bien-être et beauté. Donc moi je m'appelle Antoine Dinovi et donc je suis enseignant, praticien-chercheur en shiatsu et sokoatsu. Donc ce sont des méthodes assez particulières de pression, en fait, de pression avec les doigts, avec les mains, avec les pieds, qui viennent du Japon et qui sont utilisées pour détendre un corps humain, qui sont utilisés pour relâcher en profondeur un corps humain, qui sont utilisés pour aussi stimuler un corps humain. Voilà, donc Alexandre, je pense que tu m'as donné la main, c'est ça? Donc, ouais, c'est parti. Posé, mais non, Bon, bien sûr, je suis ah là t'es là, et je sais pas. on laisse dérouler. On aura bien sûr la chance de pouvoir, enfin bien sûr, je le reprécise, on aura la chance de faire de la pratique, Ouais, une vingtaine de minutes environ, peut-être même un peu plus tout à l'heure. Donc ouais. soyez décontractés aussi, Hmm. et puis on va pouvoir travailler grâce à Antoine sur quelques pratiques. Hmm, hmm. Voilà. C'est ça. Allez, bonne Ouais, séance. ça marche. Bon, bah, merci Alexandre, à tout à l'heure. À tout à Et l'heure. donc on va faire on va dire une première partie. L'idée, c'était de faire une thématique autour de deux mots qui sont en fait deux mots assez particuliers qui touchent un peu tous les êtres humains d'ailleurs. Et l'idée de la conférence, en tout cas, c'est de faire trois parties assez rapides. Parce que la durée, c'est 1 heure, donc c'est quand même une durée assez courte. On va faire de la théorie, voilà, quelques dizaines de minutes de théorie, puis on fera un atelier de pratique, donc basé sur le self-shiatsu, donc l'automassage. Et puis ensuite, on accordera un petit temps de questions, un petit temps de questions-réponses. Voilà. Alors donc pour commencer, donc la thématique que je souhaitais aborder un petit peu avec vous, c'est donc douleur et souffrance, on l'a appelé. Donc ce sont deux termes, douleur et souffrance, qui sont parfois en fait un peu, je dirais, mal interprétés ou parfois mal compris par beaucoup d'entre nous. Donc l'idée, c'est un peu voilà, d'éclaircir un peu ces deux termes et de voir ce qu'on peut apporter comme outil et comme solution pour notre mieux-être en tant qu'être humain, notre bien-être en tant qu'être humain. Donc à propos de la douleur, voilà comment elle est définie par l'Association internationale pour l'étude de la douleur. La douleur, on dit que c'est un phénomène complexe qui peut s'installer dans la durée, comme une expérience sensorielle et émotionnelle, désagréable, associée ou ressemblant à celle liée, par exemple, à une lésion type tissulaire réelle ou potentielle. Donc le mot douleur, de manière plus simple, fait référence à ce qu'on appelle le corps physique. Donc c'est d'abord une référence en priorité au corps physique. La douleur est une sensation donc pénible, ressentie dans une partie du corps, mais elle peut être aussi un sentiment pénible dans le cas d'une douleur morale. Ouais, donc déjà, vous voyez, dès qu'on commence un peu à définir le mot douleur, on parle de corps physique et en même temps, parfois, il y a un sentiment qui peut être associé à une douleur type morale. Alors, que disaient nos anciens dans le monde antique grec à propos de la douleur? On disait que la douleur était acceptée comme nécessaire et inévitable. Le mot anglais pain, je pense que tout le monde connaît le mot pain, littéralement donc douleur, est issu aussi du terme latin poena, donc douleur en français, pain en anglais, poena en latin. Et en latin, ça voulait signifier plusieurs mots comme la peine, comme la douleur, la punition, le châtiment. En fait, ces termes viennent en fait d'un héritage religieux promulgué principalement au Moyen-Âge. D'après certains auteurs, dans le monde médical, la douleur est un concept médical, donc, et la souffrance un concept du sujet qui la ressent. Donc, la douleur, c'est un concept médical, et la souffrance, c'est un concept du sujet qui la ressent. Alors, le monde médical a mis en place des outils d'évaluation et d'auto-évaluation de la douleur,
autour de différentes échelles. Donc on a des échelles dites quantitatives sur lesquelles le patient, la personne qui exprime une douleur, peut évaluer l'intensité globale de sa douleur entre deux extrêmes. Donc souvent, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces échelles d'intensité de douleur, il y a souvent des petits ronds de couleurs avec des visages, et ça va des indices, hein, ce sont des échelles numériques de 0 à 10 entre les deux extrêmes, et puis on va de sensations en fait, du bleu, souvent c'est du bleu ou vert, le rouge. Donc couleur bleue vers la couleur rouge, donc des douleurs qui sont une douleur très légère jusqu'à des ressentis de douleur insupportables, extrêmement intenses. Donc on a des échelles quantitatives, on a des échelles donc numériques, on a des échelles donc visuelles, et on a aussi des échelles type verbal, où la personne, le patient, exprime en fait, choisit un qualificatif, pour exprimer cette douleur, ce ressenti. Donc par exemple, douleur absente, douleur faible, douleur modérée, douleur intense, douleur extrêmement intense. Voilà, donc ça vous pourrez en trouver, vous verrez, ça se trouve assez facilement. Ce sont des petits graphiques qui sont utilisés dans le monde médical, principalement dans le monde médical, pour exprimer donc à travers ces échelles cette sensation de douleur. Donc la douleur, elle est plutôt objective, vu qu'il y a une sensation, une perception de douleur, il y a une sensation. La souffrance, elle est difficile à se mesurer, à être mesurée, voire elle ne se mesure pas du tout parce qu'elle peut rester subjective. Alors, de manière sommaire, ce qu'on peut dire au niveau de la douleur, on considère qu'il y a deux circuits de transmission. Donc la douleur passe par des influx. Donc, la sensation, la perception de douleur passe par des influx, donc ce qu'on appelle des influx douloureux. Il y a un premier circuit, alors c'est quelques petits termes un peu techniques, mais j'essaie de vulgariser un peu la chose. On va dire qu'il y a de manière sommaire deux circuits. Le premier circuit, c'est ce qu'on appelle un circuit donc à vitesse de conduction rapide, où les messages transmis sont très précis quant à la nature de la sensation, son intensité par exemple, et sa localisation sur le corps. Il utilise donc des fibres nerveuses entourées d'une gaine qu'on appelle la myéline. Ces fibres s'activent en fait en réponse à des stimuli de pression ou de température par exemple. Ainsi, les capteurs de pression au niveau de la peau, donc ça se passe principalement au niveau de la peau, hein. Donc dans la peau, dans la biologie de la peau, il y a principalement 3 couches. Et donc au niveau de la peau, donc ça peut s'activer, les capteurs s'activent sur un mode type non douloureux. Donc là c'est plutôt, vous voyez, la caresse, quand on a le touché, au niveau de la caresse, ou sur un mode qui est douloureux, quand par exemple on pince ou quand on écrase. Vous voyez, donc à travers la peau, certains capteurs qui sont dans la peau, où on a ce ressenti douloureux. Et donc cette double compétence de mode non douloureux, est spontanément utilisée comme antidouleur lorsque nous frottons la zone douloureuse. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en fait une réaction intuitive, réflexe, conditionnée, héritée de nos ancêtres. Voilà, on a mal, réaction, on frotte la zone douloureuse. Et donc en faisant ça, on sature les douleurs, les capteurs des messages sensoriels, et on bloque ainsi la transmission des messages douloureux. Donc, en résumé, le premier circuit, c'est à travers la peau, il y a des capteurs, et lorsqu'on a une sensation douloureuse, on vient appuyer, frotter, pour bloquer la transmission du message douloureux. Le second circuit, lui, il a conduction lente. Donc les informations ici, elles sont transmises, elles sont donc lentement, et elles sont moins précises, voire elles ne sont pas précises. Et elles provoquent l'activation de zones cérébrales non spécialisées. Ce circuit, donc, il utilise des fibres non myélinisées. Donc, premier circuit, les gaines
avec la myéline. Deuxième circuit, les fibres elles sont non myélinisées et elles s'activent plus ou moins en fonction de l'intensité des stimuli. Donc selon l'intensité du stimulus, eh bien ça s'active plus ou moins. Et donc ce sont des zones du cerveau qui sont activées par ces influx et elles sont différentes de celles du premier circuit. Voilà ce qu'on peut dire au niveau des deux circuits de douleur. Alors ensuite, nous avons différents types de douleurs. Alors qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Parmi les types de douleurs, on peut parler de la douleur aiguë. Donc la douleur aiguë, elle est constituée, par exemple, de lésions tissulaires ou inflammatoires. Et sa durée dépend du temps de guérison de ces lésions. Ensuite, on peut parler de la douleur rebelle. Donc cette douleur rebelle, elle peut être continue et elle ne cède pas au traitement et elle peut devenir de plus en plus forte. Ensuite, on a la douleur chronique. Donc la douleur chronique, c'est une douleur qui peut être persistante, avec différentes origines, qui perturbent la vie. Elle concerne en fait les gens, les sujets, qui se laissent envahir par leur souffrance, ou par une souffrance. On va venir à la définition de la souffrance. Et ensuite, on pourra citer la douleur dite imaginaire. Alors, cette douleur imaginaire, c'est une douleur qui existe, mais on l'appelle imaginaire parce que c'est une douleur dite psychologique et signe de souffrance. Douleur aiguë, douleur rebelle, douleur chronique, douleur imaginaire. Voilà les principaux types de douleurs. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, même dans le monde de la médecine officielle, allopathique, moderne, certains médecins n'hésitent pas à dire que le patient doit apprendre à piloter sa maladie. Donc ça veut dire que cette maladie, ou sa maladie, elle peut faire souffrir et elle peut aussi revêtir des sensations de douleur qui sont plus ou moins supportables ou plus ou moins acceptables. Alors, là je vais vous annoncer une bonne nouvelle, c'est que, à propos de la douleur, en fait, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Dans l'absolu, la douleur n'est pas une fatalité. C'est-à-dire que, selon les types de douleurs, eh bien, certaines douleurs peuvent être soulagées, dans une certaine mesure. Donc, elle peut être soulagée comment? Elle peut être soulagée par divers remèdes. Il y a les remèdes dits chimiques et les remèdes dits naturels. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors là, juste avant de dénoncer quelques principes théoriques, pratiques, donc moi je ne suis pas médecin, mais je vais vous rappeler ce que dit officiellement la médecine traditionnelle, dite allopathique. Comment on peut soulager la douleur à travers la médecine allopathique? On a, première chose, premier niveau, on a ce qu'on appelle les antalgiques. Donc les antalgiques, ce sont des médicaments, donc c'est basé sur la chimie, utilisés pour donc atténuer certaines douleurs. Ils peuvent soulager des douleurs qui sont modérées, des douleurs qui sont ponctuelles. Puis ensuite, on a ce qu'on appelle, deuxième palier, les analgésiques. Donc les analgésiques, eux, ils visent, d'après la médecine allopathique, à éliminer la douleur. Donc ils seront plutôt utilisés pour traiter des douleurs aiguës et des douleurs chroniques. Donc, antalgiques, analgésiques. À propos des analgésiques, on peut les catégoriser en trois classes selon leur puissance d'action. Donc le niveau 1, c'est pour les analgésiques, pour les douleurs dites légères. Dedans, on peut citer des médicaments très connus comme le paracétamol, l'aspirine, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, voilà, par exemple l'ibuprofène. Ensuite, on a le niveau 2.
Donc là, on est sur plutôt des douleurs dites modérées ou des douleurs sévères, où on retrouve des principes actifs, ceux qui sont seuls ou associés à par exemple du paracétamol ou de l'aspirine. Donc là, en médicaments connus, on a le tramadol, tout ce qui est à base de codéine, et ça intervient au niveau du système nerveux, enfin du cerveau, système nerveux central. Puis ensuite, on a le troisième palier, donc troisième catégorie, donc ce qu'on appelle le niveau 3, où là, on rentre dans les dérivés de la morphine. Donc là, on est vraiment sur les douleurs intenses. Donc là, on retrouve ce qu'on appelle les opiacés, les opioïdes forts, et donc là, par exemple, la morphine et ses dérivés. Donc là, on est dans la catégorie de ce qu'on appelle les registres des médicaments dits stupéfiants, et qui sont disponibles uniquement sur ordonnance sécurisée. Alors maintenant, au niveau on va dire des remèdes dits naturels, qu'est-ce qu'on peut dire de manière sommaire? On peut citer donc des analgésiques qui existent, dits naturels. Par exemple, quand on a mal quelque part, une douleur, on peut mettre du froid pour calmer la douleur, atténuer le sentiment de douleur, la sensation de douleur, ou parfois on peut mettre aussi du chaud. Qu'est-ce qu'on peut faire dans les autres pistes? On a aussi la piste de l'alimentation. Parfois, il suffit d'adapter certaines alimentations en ajoutant certains aliments pour soulager des douleurs. Ensuite, on a aussi la catégorie ce qu'on appelle les huiles essentielles. On a comme remède l'activité physique, donc tout ce qui tourne, l'exercice physique, le sport, la gymnastique, etc., la nage, la marche. Et puis, de nombreux outils autour de la respiration, la relaxation, la méditation, les massages, et enfin l'automassage. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce que je vais vous présenter. Voilà, donc là on a fait une espèce de topo assez très succinct et très sommaire sur un petit peu comment on pouvait définir la douleur ou les douleurs. Comment aborder la souffrance maintenant? Donc avant de définir la souffrance, je vais vous dire 3 citations où on voit de suite dans ces citations que la souffrance porte une autre dimension que la douleur. D'abord, Baudelaire qui disait à propos de la souffrance: « Soyez béni, mon Dieu, qui donnait la souffrance comme un divin remède à nos impuretés. » Deuxième citation, Albert Camus, à propos de la souffrance: « Faire souffrir est la seule façon de se tromper. » Troisième citation, Adolphe Monod, à propos de l'état d'une personne qui souffre: « Oh, pleurez au pied de la croix, mêlez ses larmes à celles de Jésus, rencontrer dans sa souffrance son regard plein de douleur et d'amour et se dire: non seulement mon Sauveur souffre pour moi, mais il souffre avec moi. » Alors la souffrance, c'est quoi? La souffrance, ça vient de l'ancien français souffrance, du latin sufferentia. La souffrance, c'est à la fois de la douleur, mais aussi de la peine, du tourment ou encore du supplice. Souffrir, c'est une sorte d'état prolongé de douleur physique, de douleur morale. Donc la souffrance touche divers domaines. Domaine affectif, domaine moral, domaine physique, domaine émotionnel, domaine psychique. La souffrance peut être ainsi affreuse, atroce, légère, imaginaire,
extrême, maladive, individuelle ou collective. Toute douleur est souffrance pour l'individu qui met dans sa relation à la douleur de la signification et de la valeur. La douleur, par exemple, qui touche la dent ou le dos, envahit le monde de l'individu. Elle implique un retentissement moral. La souffrance est intense quand la douleur est subie, comme dans le cadre d'une maladie ou d'un accident, mais reste tolérable quand elle est choisie, car elle accompagne une activité désirée comme dans une activité physique. En résumé, on peut dire que la souffrance est ainsi le fait de souffrir physiquement ou moralement. C'est le fait de souffrir physiquement ou moralement. Il y a un dicton qui dit « Ne dit-on pas que l'homme a sa part de souffrance dans l'existence ?» Pour certains hommes, c'est une souffrance de parler. Pour d'autres, une souffrance d'aimer. On peut vivre dans la souffrance, faire face à la souffrance, compatir à la souffrance des autres, accepter certaines choses qu'on pourrait empêcher, des choses que l'on tolère, que l'on permet en quelque sorte. L'individu, sans le savoir, continue à être l'artisan de ce qu'il vit à travers la douleur qui le tenaille. En résumé, la souffrance reste souvent un mystère. Alors, je vais vous donner deux questions philosophiques autour de la souffrance, avant de passer à la pratique. La première question, c'est est-ce qu'on peut souffrir sans avoir mal ? Peut-on souffrir sans avoir mal ? Alors, ça me fait penser, par exemple, à certaines activités que l'on fait de manière hebdomadaire, un cours de sport, par exemple. On va au cours de sport le matin, et on sait que ce cours de sport va être intense, va être physique, va être un peu dur. Donc on se dit, ce matin, je vais souffrir. C'est une remarque que l'on pense assez facilement. Ce matin, je vais souffrir. Et pourtant, après la séance de sport, bien la gratification est présente. On est content d'avoir fait cette séance de sport. Alors pourquoi on est content ? Parce que ça fait du bien. Ça fait du bien à l'organisme, ça fait du bien au moral. Pourtant, avant la séance, on a pu penser cette phrase, incluant une pensée ou un sentiment de souffrance. Alors, est-ce que ce paradoxe est lié à un automatisme, à un conditionnement ? Est-ce que c'est lié à une peur de ne pas y arriver ? Est-ce que c'est lié à une peur de jugement ou de regard de l'autre par rapport au groupe ? Dans le cadre d'une activité de groupe, on peut avoir peur d'être exclu du groupe, car, par exemple, dans la séance, on ne va pas assez vite que les autres. On a peur d'être à la traîne. Voilà. Donc il y a plein de freins psychiques qui peuvent nous amener à se dire qu'on va souffrir avant la séance. Pourtant, après la séance, on sait que ça nous a fait du bien. Deuxième question philosophique. Le mal peut-il être un bien ? Donc là, c'est un sacré paradoxe. Parce que dans la même question, on a deux mots antinomiques, mal et bien. Est-ce qu'avoir mal quelque part peut nous aider à aller mieux ? Est-ce qu'avoir mal quelque part peut nous aider à aller vers un état de bien-être ? La question qui ressort, c'est est-ce qu'on doit souffrir, ou en quelque sorte souffrir, pour aller mieux ? Alors dans ce cas-là, si la réponse est oui, la souffrance, ce serait qu'un état passager, un état éphémère, un état qui nous permet de nous transformer, d'aller vers quelque chose d'autre. Ce sont des sujets qui amènent à beaucoup de méditation en réalité. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de passer justement à la pratique pour un petit peu travailler un petit peu sur soi-même, sur son propre corps,
et utiliser ce qu'on appelle le self-shiatsu. Donc le self-shiatsu, donc ça se base sur le shiatsu. Donc le shiatsu, c'est quoi? C'est le massage japonais qui a hérité de techniques issues principalement de médecine dite orientale, et puis qui s'est structuré dans les années 1920-1930 en tant que méthode manuelle, qui a été reconnue dans les années 1950 par le ministère de la Santé japonais, et donc qui s'appuie sur ce qu'on appelle un principe original du massage comme soin, où, ce que je vous disais tout à l'heure, quand on a mal quelque part, on frotte. Eh bien, les racines du shiatsu, c'est ça, c'est ce qu'on appelle en japonais TAT, c'est-à-dire c'est qu'on pose nos mains de manière instinctive sur une région corporelle où nous avons mal. Voilà. C'était intuitivement, voilà, l'être humain a fait ça partout sur Terre, et au Japon, ils l'ont intégré, formalisé, structuré, développé pour en faire une méthode, et ensuite étudier ce que ça faisait réellement sur le corps et comment on pouvait l'approfondir et le développer. Donc en fait, l'auto-shiatsu, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le faire sur soi-même. Donc le donneur, celui qui fait le shiatsu, le massage, il devient son propre receveur. Il est appliqué par soi et sur soi. Donc c'est un outil naturel qu'on utilise en prévention. Et en général, c'est un super outil pour déstresser d'une manière générale. Avant de commencer la pratique, je vais vous citer 2 médecins pour mieux comprendre le shiatsu, comment il fonctionne en tant que massage singulier à travers des appuis sur le corps, à travers des pressions sur le corps. D'abord, 2 médecins de la médecine occidentale. Donc, ce qu'on appelle médecine orientale, c'est tout ce qui était accumulé comme connaissances en Asie, principalement en Chine, au Japon, en Corée, Asie du Sud-Est. Médecine occidentale, donc je voulais parler du docteur, donc 2 médecins, un français et un américain, ou une américaine plutôt. Le français, il s'appelait le docteur Vallée, et l'américaine, c'est le docteur Janet Travell. Donc le docteur Vallée, lui, c'est un médecin français qui a découvert et identifié sur le corps humain, en 1841, des points douloureux. Et ces points étaient douloureux, il les a identifiés quand ils étaient pressés et principalement observés dans les névralgies. Et ils sont référencés par l'Académie de médecine. Alors en général, ils se trouvent où ces points? Ils se trouvent à l'émergence des troncs nerveux, à la traversée des muscles par les filets nerveux qui se dirigent vers la peau, au niveau de la dissociation intradermique des branches terminales, et aux endroits où les troncs nerveux sont superficiels. Donc principalement, c'est à travers la peau, muscles, fascia, aponévrose, et à travers système nerveux périphérique, terminaison nerveuse, et les capteurs nerveux. Ça, c'est le docteur Vallée. À propos du docteur Travell, donc c'est un médecin qui s'est occupé de quelqu'un très connu qui s'appelait Kennedy, avant qu'il soit président, donc à l'époque il était sénateur, et qui, elle, a mis en place ce qu'on appelle les myofascial trigger points en 1942, donc un siècle plus tard, et elle a décrit des nœuds, ce qu'on appelle des nodules, que l'on peut ressentir à certains emplacements au sein de muscles tendus. Donc il y a des endroits du corps, sur l'ensemble du corps, il peut y avoir des tensions, certains types de tensions musculaires, et dans ces tensions musculaires, il y a des points qu'elle a appelés points trigger point, qui se définissent en fait comme des points, alors souvent on appelle ça des points gâchettes, mais en réalité c'est plutôt des points déclencheurs. Pourquoi déclencheurs? Parce que quand on presse ces points, ça déclenche une douleur, soit directement à l'emplacement du point, soit à distance, c'est-à-dire que la douleur irradie depuis le point. Donc les trigger points sont des points de pression musculaires douloureux, et ce sont des zones très petites, millimétriques, de contracture situées dans les fibres musculaires. Et donc on parle de points gâchettes myofasciales parce que les fascias sont les enveloppes des muscles. Ça c'est un terme plus récent. Alors, je vous propose une petite pratique donc de self-shiatsu, et on va travailler sur des points qu'on appelle des points algiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un point algique?
bah, ce sont des points qui sont relatifs à la douleur physique. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, vous prenez un... Tac, il y a le... Hop là. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, au niveau de la médecine orientale, donc les médecines traditionnelles en Chine, au Japon, etc., ces points, ils sont définis de deux manières. Il y a ce qu'on appelle en japonais les tsubo, donc c'est des points vases, des points, des vases communicants, c'est-à-dire c'est des points. En fait, le plus facile à comprendre, c'est ce qu'on appelle les points d'acupuncture, hein, pour ceux qui connaissent l'acupuncture, donc les tsubo. Donc eux, ils sont définis par l'OMS comme les acupoints, hein, ça s'appelle les acupoints, et ils sont utilisés principalement dans l'acupuncture. Donc les tsubo, et après on a d'autres points qui sont ce qu'on appelle des points cutanés, qui sont plus nombreux que les tsubo, qui sont aussi donc sensibles, qui génèrent des sensations douloureuses lorsqu'on les compresse. Et nous, c'est ce qu'on utilise énormément dans le shiatsu. Le shiatsu, sokoatsu, les techniques de massage par pression, eh bien, c'est une singularité de notre technique, c'est qu'on vient presser à la fois sur des points type tsubo et à la fois sur des points type cutané, ce qui fait que le corps est recouvert de points sensibles à la douleur. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de vous asseoir confortablement, soit sur une chaise. Sur une chaise, c'est très bien, le dos bien droit. Vous pouvez aussi vous asseoir sur le sol, évidemment, sur un tapis de yoga, un tapis de pilates, sur un coussin. Et si vous êtes assis sur une chaise, donc l'idée, c'est d'avoir les pieds bien à plat sur le sol, avec les genoux qui forment un peu un angle droit, le dos bien droit, soit calé au fond du dossier, ou éventuellement avancer vos fesses au niveau de l'assise, pour avoir bien le poids du corps au niveau du bassin. L'idée, c'est d'avoir une position confortable. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est, je vais vous montrer une ligne que vous allez reproduire, et essayer de ressentir un petit peu, prendre conscience de la partie du corps sur laquelle on presse, les points, et la sensation, le ressenti, l'état de perception que vous avez. Alors ce que je vous propose, on va travailler avec le pouce droit, et on va venir sur ce qu'on appelle l'avant-bras. Donc l'avant-bras, c'est ce qui est entre le poignet et le coude, et sur la face postérieure de l'avant-bras. Donc vous voyez, ma main, je la tourne. Vous voyez, la paume est vers le sol. La paume est vers le sol. Et là, on va partir. Donc on a le pli de flexion du coude. Et ce qu'on va faire, donc avant-bras gauche, pouce droit, on vient jusqu'à la pointe, pli de flexion du coude, vous allez juste contre le bord de l'os. Et donc là, l'idée, c'est... Les autres doigts sont en soutien, ils soutiennent votre avant-bras. Et vous allez commencer par appuyer avec le pouce, premier point. Puis, vous allez en direction du poignet, deuxième point. Vous décalez d'environ 1 cm, 1 à 2 cm maximum. 1 cm, c'est bien, environ. Vous voyez. Et là, vous allez en direction du poignet. Pli de flexion du poignet, j'arrête. Alors on recommence, on soutient bien le coude, l'avant-bras, on pose le pouce. Et là, cette fois-ci, en plus de presser, hop, là j'appuie sur le point, essayez de bien ressentir, vous avez appuyé, essayez de sentir, c'est quoi, le tendon, un muscle, la peau, c'est quoi exactement. Vous appuyez, et là ce que vous allez faire en plus, regardez ma main. J'appuie, je garde mon pouce appuyé, et là je viens tourner sur place. Faites une petite rotation légère. C'est pronation, supination, ça s'appelle. On tourne un petit peu sur place. Vous voyez, donc mon pouce appuie, je reste appuyé et je tourne. Essayez de ressentir. Puis, gardez bien votre main. Ensuite, la paume vers le sol. Vous descendez 1 cm environ et vous refaites la même chose. Vous appuyez, vous restez appuyé et là vous tournez. Allez-y, essayez de ressentir. Alors l'idée, là j'ai monté mes mains pour qu'on voit bien à la caméra, mais l'idée c'est d'avoir évidemment
Le dos bien droit et les épaules bien relâchées. Ah, vous voyez, ne faites pas comme je fais là, c'est-à-dire là je monte mes épaules, mais c'est juste pour pouvoir vous montrer. L'idée c'est d'être bien relâché, bien installé. Donc j'appuie et je tourne. Je remets ma main en position, paume vers le sol, je me déplace, j'appuie, je garde appui et je tourne. Voilà. Ce qu'on vit, c'est un peu, l'idée c'est un peu une ligne médiane, hein. Voilà, et vous faites plusieurs points comme ça. J'appuie, hop, je tourne. Allez, refaites-le encore une fois. Essayez d'appuyer un peu plus fort. Si vous pensez que vous appuyez pas assez fort, appuyez un peu plus fort. Allez, essayez de bien ressentir. Donc là, nous sommes en train de travailler des points qui sont sensibles à la compression, et donc ce sont des points douloureux. Ensuite, si vous avez du mal à définir un peu, il n'y a pas besoin de réfléchir en fait, hein. Là, je décris le mouvement, mais il n'y a pas besoin de réfléchir, hein. On est vraiment sur quelque chose de relativement simple en fait, hein. Mais pour vous aider, éventuellement, pour avoir des repères, quand on appuie ici, en vous déplaçant, essayez de tendre, faire l'extension, par exemple, de l'auriculaire, du petit doigt, ou même de tous les doigts, ou du pouce, l'extension du pouce. Voilà. Vous allez voir que il y a sur cette partie d'avant-bras des choses qui bougent. Donc, ces choses qui bougent, ce sont des muscles extenseurs principalement, pouce, auriculaire, etc., des doigts. Et donc là, voilà ce que l'on vise. Ensuite, on a la même chose si on descend. C'est-à-dire que je garde mon avant-bras dans cette position, c'est-à-dire la paume vers le sol. Et là, c'est pour vous montrer. J'arrive, petite flexion du poignet, et je peux continuer à presser. Donc là, par exemple, je vais presser en direction de l'index. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous appuyez contre le long de l'os qui est ici. Donc c'est le deuxième métacarpien, hein, c'est un os métacarpien, vous voyez. Je presse en direction de cet os, contre le bord de l'os. Je fais 1 point, 2 points, 3 points, 4 points. Donc je suis pile entre les deux articulations. 1, 2, 3, 4. 2. J'appuie. Essayez de bouger les doigts, essayez de bouger le poignet tout en gardant les appuis. En fait, là je vous montre que cette ligne en direction de l'index. Donc cet os, deuxième métacarpien, 4 points de pression en direction de l'os, contre le bord de l'os. Donc je vais en direction de l'os. On peut le faire évidemment la même chose en direction du premier métacarpien, c'est-à-dire au niveau du pouce. Je peux le faire comme ça pour que vous voyez. Je tourne mon poignet. 1, 2, 3. Là j'ai un peu moins d'espace, donc je vais faire 3 points. Ou alors je le fais comme ça. 1. Là c'est comme si je crochetais mon pouce contre le bord de l'os. 1, 2, 3. Vous voyez, en termes de sensation, bon, là nous avons plein de points douloureux à la compression. Évidemment, on peut travailler sur l'ensemble du corps. Là, l'idée, c'était de vous montrer une partie
juste avant-bras, face postérieure de l'avant-bras et direction de l'index et le pouce. Alors évidemment, vous pouvez essayer de l'autre côté. Par exemple, si vous êtes plutôt quelqu'un qui utilisait plus la main droite pour les tâches quotidiennes, le travail, l'ordinateur, bon, peu importe, le bricolage, etc., etc., essayez de comparer l'autre avant-bras. Plus fatigué, plus utilisé, plus usé, plus contracté. Paume vers le sol, direction du pli de flexion du coude, pouce opposé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. Là, je garde l'appui et je tourne le poignet. Je tourne l'avant-bras. 2. J'appuie la paume vers le sol et je tourne. Je me déplace, j'appuie, j'inspire. Si on sent que c'est vraiment très sensible, très douloureux, on accompagne simplement par une respiration, c'est-à-dire j'inspire et j'expire. Je tourne sur place et je me déplace. Direction de l'index, contre le bord du deuxième métacarpien, donc l'os qui est en direction de l'index, sur la main. Je fais 4 points de pression, pouce opposé, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Essayez de ressentir. Il est possible que vous ayez un point qui fasse plus mal que d'autres, que les 3 autres. Il est possible que vous ayez mal pile à l'endroit où vous appuyez. Il est possible que vous ayez mal l'autre côté. L'autre côté ça peut être une forme de douleur type crampe. Vous voyez, il y a plein de possibilités. Un, 2, 3, 4. La même chose en direction du pouce. Premier métacarpien. 3 points. 1, 2, 3. Donc là, je crochette mon autre pouce pour pouvoir crocheter justement le bord de l'os. 1, 2, 3. Ou alors je le fais avec l'autre position, c'est-à-dire avec la pulpe du pouce ou l'avant-pulpe. 1, 2, 3. Il y a toujours plusieurs manœuvres possibles. Ce qu'il faut, c'est trouver les bonnes manœuvres, les bons positionnements. Voilà, vous voyez. Et là, on a fait que quelques points sur une ligne. Donc évidemment, après, on peut travailler sur l'ensemble du corps. Et on peut cibler certaines parties du corps. Voilà, l'idée, c'est de un peu utiliser travailler notre champ de conscience, notre perception, la précision des gestes, les techniques, pour après, ensuite, travailler sur cette notion de douleur et de ressenti à travers notre corps physique. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire après ce petit atelier,
dans le shiatsu, en fait, il y a un terme qu'on utilise en Japon, enfin en japonais. Donc le shiatsu, ça veut dire donc massage par pression avec les doigts, hein, par pression avec les mains. En japonais, on utilise souvent plusieurs terminologies comme itaki mochi. En fait, en anglais, on parlerait de sweet pain. Hein, c'est vraiment cette douleur douce. En français, on a une terminologie des meilleures traductions possibles, c'est le sentiment agréable, mais à travers ce qu'on appelle la douleur exquise. Voilà. C'est un peu ça qu'on recherche en fait dans le dans le massage avec les pressions, hein, shiatsu, le sokuhatsu c'est pareil, sokuhatsu c'est pression avec un pied, avec le pied. C'est cette sensation de douleur exquise, c'est-à-dire quelque chose qui, il y a quand même un sentiment, le but c'est d'avoir quand même un sentiment agréable, mais ça passe par une phase qui est une phase d'un ressenti très particulier, très singulier, c'est la douleur agréable. Voilà. Eh bien, écoutez, peut-être... Ouais. Oui, Alexandre. Je reviens. Ah, merci. C'était principalement, Ouais. c'était principalement pour poser peut-être la question que beaucoup se posent. C'était les exercices que vous avez pu montrer. Est-ce que pour quel but et quels symptômes ça pouvait travailler? Bah, en fait, il y a deux choses. Il y a comment ça se passe en Asie, officiellement, juridiquement, scientifiquement, culturellement. Donc là, on est sur plutôt de la prévention. Donc la médecine orientale, c'est un peu ça l'idée, c'est dans un espèce d'esprit de prévention. Donc prévention dans le sens, on va essayer d'éviter d'avoir des symptômes. Après, il y a comment on peut l'utiliser de manière, entre guillemets, curative. Donc là, on est plutôt sur un travail sur les symptômes. Donc au Japon, effectivement, tout ce qui est inflammatoire, tendineux, nerveux, etc., ils vont utiliser ce type, ça fait partie de l'arsenal des techniques qu'ils vont utiliser parce que c'est très efficient. Maintenant, nous sommes en France. Donc en France, on est vraiment sur de la prévention santé, bien-être, beauté, c'est-à-dire on est dans la relaxation, on n'est pas dans le monde curatif, on n'est pas dans le monde médical. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, on peut pas traiter les symptômes. On n'est pas un traitement. C'est pas thérapeutique. Vous voyez. Donc il y a le côté culturel, législatif, juridique. Donc ça c'est très important parce qu'en plus moi je fais partie de l'association Shiatsu France. On essaie de valoriser nos techniques et notre méthode. Donc il faut qu'on avance pas à pas. Voilà. Donc aujourd'hui, à quoi ça sert? Ça sert à détendre le corps. Ça sert à faire relâcher le corps. Alors, c'est quoi faire relâcher un corps? C'est faire en sorte que le stress, l'influx nerveux, on purge le système nerveux. Donc, l'idée, c'est que la vie, au sens général du terme, est une forme de stress, c'est-à-dire les relations humaines, familiales, amicales, salariales, etc. Le monde professionnel, la vie, le fait de vivre est une forme de stress parce que il y a des tensions émotionnelles, des échanges émotionnels, parce qu'il y a des toxines, il y a de la pollution, il y a des écrans, il y a des réseaux, etc., etc., etc. Ce qui fait qu'on est vraiment submergé par l'aspect anxiogène des choses, par les relations, par le vivant, par la pollution. Et donc, il nous faut des outils pour pouvoir évacuer. Donc c'est ça en fait à quoi ça sert. Donc quand j'appuie là, c'est pas juste j'appuie comme ça, non, c'est j'appuie parce que l'idée c'est que derrière, je vais décontracter des muscles, je vais faire circuler le sang, je vais travailler sur l'influx nerveux, donc les nerfs, vous voyez, j'évacue une partie de nervosité de moi, qui est en moi-même. C'est ça le relâchement derrière tout ça. Donc, ça va aider à peut-être à certains symptômes dans un second temps. C'est ça l'idée. Ça, c'est l'idée. Parfait, ok. Merci effectivement Antoine pour cette réponse qui nous oriente effectivement sur plutôt une activité préventive plus que curative, hein, Ouais. ce que j'ai entendu, par rapport à cette douleur qu'on peut tous avoir. Alors, c'est vrai qu'on est un petit peu déformés, hein, nous qui aimons avoir une réponse rapide Ouais. à du curatif, et parce que souvent, effectivement, on a mal, et c'est seulement à ce moment-là qu'on se dit, tiens, il faut qu'on fasse quelque chose. Merci en tout cas d'avoir reprécisé ces choses, c'est important. Je vous invite, j'ai quelques questions qui étaient apparues avant que vous
Oui. Qu'est-ce qu'un tronc nerveux? Est-ce que vous pouvez définir un petit peu? Oui, bah après le tronc nerveux, en fait, pour de manière sommaire, on peut dire qu'il y a le système nerveux central et il y a le système nerveux périphérique. Dans le système nerveux, après, il y a donc ce qu'on appelle le neurovégétatif, autonome, non autonome. Il faut bien comprendre que dans le corps humain, il y a dans le système nerveux périphérique, par exemple, quand on travaille, donc là on a un plexus brachial, c'est-à-dire qu'il y a des nerfs, qu'après il y a des branches avec des terminaisons, et ça vient alimenter l'ensemble de la peau. C'est-à-dire que la peau est ce qu'on appelle le cerveau périphérique. C'est un organe qui est connecté avec toutes les autres parties du corps. Et dans la peau, il y a des capteurs nerveux. Donc en fait, vous regardez un peu des schémas, vous regardez des croquis, vous allez voir, il y a comme des racines d'arbres. Donc le tronc nerveux, il y a des racines qui sortent de parties, soit de la moelle épinière, soit des parties du cerveau, etc., et qui viennent alimenter après le corps. Donc il y a des gros nerfs, et puis après les gros nerfs deviennent un peu plus petits. Vous voyez, ça fait comme des ramifications, des branches. Et puis il y a des endroits, c'est comme sur l'autoroute, comme sur la route, ce qu'on appelle un système d'information. Eh bien, il y a des ganglions, comme des carrefours. Et ces carrefours sont placés dans des endroits très stratégiques dans le corps humain. Et voilà, de manière sommaire, très sommaire. Sommaire, sommaire, ça semblait déjà être précis, merci. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'alimentation? Alors, à un moment, vous avez évoqué ce thème, mais... Non, je ne veux pas en dire plus parce que l'alimentation, c'est un sujet à part entière. Il y a plusieurs visions de l'alimentation. Ce qu'on peut dire de manière sommaire aussi. Bon, moi, il y a le diététicien qui aura une approche. Il y a le nutritionniste qui aura une approche. Il y aura le médecin diététicien, médecin nutritionniste. Il y aura aussi des naturopathes. Il y aura aussi des gens qui sont branchés sur la vision statique, c'est-à-dire ça c'est plutôt une vision on va dire plutôt occidentale, c'est-à-dire faut prendre les calories se transforment, il faut prendre tant de lipides, tant de protéines, tant de glucides, etc. Voilà. Donc ça c'est la vision un peu classique. Puis la vision un peu plus dynamique, qui est une vision plus on va dire ésotérique presque, racines ésotériques en tout cas, qui sont basées sur justement ce qu'on va voir dans certains corps de la naturopathie occidentale ou alors dans la médecine traditionnelle type chinoise ou d'autres médecines d'Orient ou voilà tibétaines, etc. où là on va vous parler de tel aliment, telle saveur, tel goût, telle cuisson, etc., etc. Après c'est quelque chose qui est très vaste, il n'y a pas de vérité absolue, bon voilà, donc après on peut pas dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, voilà, c'est un peu plus subtil que ça. Mais par contre, il y a des aliments qui vont peut-être plutôt enflammer des parties de nous-mêmes. Oui. Et donc forcément, une inflammation, c'est une douleur. Donc revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure, dans la douleur, il y a des échelles, des perceptions, où c'est assez disparate selon les personnes, évidemment, selon les constitutions morphologiques, etc. Et donc, si on peut éviter de prendre des choses qui inflamment une partie de l'estomac ou de l'intestin, etc., ça sera toujours mieux. Donc, éviter voilà, c'est dans cette idée-là. Mais moi, je fais pas de conseils en alimentation, autrement. J'invite à aller voir des gens, et surtout, j'invite, ça c'est ce que je dis en général, à croiser les informations. C'est-à-dire pas aller voir une personne et prendre pour argent comptant ce que dit la personne, qu'elle soit dans le monde médical ou pas médical d'ailleurs. De bien croiser. Voilà, de prendre de l'information, d'avoir son esprit critique. Parfait, merci voilà. Pour ce conseil. Quelle est la différence entre le shiatsu et le soryuatsu? Le sokuatsu? Sokuatsu? Alors oui, peut-être. Ouais, je sais pas, parce que moi, sokuatsu, c'est ce que je fais. Alors c'est très simple. Atsu, c'est pression en japonais, pression. Shiatsu, c'est pression avec digital, c'est pression avec les doigts. Alors, historiquement, c'est méthode manuelle. On presse, on appuie sur le corps. On appuie avec les mains, avec les pouces, avec les doigts. Sokuatsu, c'est la même chose, sauf qu'on appuie avec le pied. Soku, c'est la jambe, c'est le pied, soku. Ah, d'accord. On appuie avec le pied. Il faut choisir son partenaire, quoi. Non, parce qu'en fait, Sokuatsu, moi, je suis pionnier de la technique en Europe. C'est quelque chose qui est complètement inconnu en Europe. Complètement inconnu. C'est extrêmement efficace. On a culturellement, c'est incroyable. Les enfants peuvent en faire sur les parents, sur les grands-parents. On peut s'en servir comme lien social, de toucher par lien social. C'est aussi efficace que la main, c'est-à-dire que quand on sait bien utiliser son pied, eh bien en réalité, les gens qui reçoivent, ils savent pas que c'est une main ou un pied. Ensuite, on peut être très précis avec un pied, donc c'est très intéressant.
En fait, on a beaucoup de préjugés sur le sujet. Après, c'est avec des chaussettes, hein. Les pieds sont propres, ils sont, voilà, il y a. Oui, bien sûr. Non, mais je veux dire, après, on peut avoir l'idée de. Et on n'est pas pieds nus. On a plutôt, on peut, mais en général, on a quand même des chaussettes. Et en fait, c'est hyper efficace. Et même pour les gens, alors évidemment pour les gens d'un certain gabarit, qui eux appuyer avec les mains, appuyer, ça fait pas d'effet parce que ils sont trop durs, trop raides. Des sportifs, des gens qui travaillent beaucoup, enfin avec leur corps, je veux dire. Oui, oui. Et aussi des personnes âgées. Par exemple, nous on est très impressionnés par des gens. Moi, nous toutes les semaines on fait des séances sur des gens qui ont 80, 90 ans. Moi, ma cliente plus âgée, elle a 96 ans. Avec le pied, on appuie sur la cuisse, sur le mollet. Et en fait, quand on vieillit, souvent, on perd la tonicité des muscles. La première chose qui s'atrophie dans le corps, c'est les muscles dans le vieillissement. Et souvent, on a un problème de circulation de sang, de retour veineux principalement. Donc, on a des sensations de jambes lourdes, des espèces justement de points douloureux dans la jambe. Et le fait de presser avec le pied, eh bien, la voûte plantaire, comme elle est beaucoup plus grande, ça enveloppe. Et en fait, la sensation pour le receveur, c'est extrêmement agréable. Alors qu'avec la main, ou le pouce, encore pire, ça va être un peu intrusif. Ça va être un peu trop... Vous voyez ? Voilà, c'est ça. Et donc ça, j'invite les gens à essayer de recevoir ce type de séance. C'est vraiment incroyable en termes de bienfaits. Voilà. Parfait, merci. Alors, bien que vous ayez déjà précisé le préventif par rapport au curatif, le shiatsu peut-il être utile pour les douleurs nerveuses liées au zona, par exemple ? Bah après oui, dans l'absolu, bah disons que disons que le zona, c'est une expression, c'est une forme de dermatose, donc c'est une inflammation, enfin un type d'affection au niveau de la peau. Maintenant, voilà, donc comme on connaît pas la cause, souvent c'est une cause idiopathique, donc on va dire que c'est le stress. Souvent on fait le lien avec l'affectif, hein, souvent c'est ce qui ressort, l'affectif, le stress, c'est des choses qui reviennent dans les causes, sans parler de l'alimentation évidemment. Et ben donc de toute façon je vous dis, tout ce qui est nerveux, influx nerveux, le stress, influx nerveux, shiatsu, c'est le massage qu'il vous faut. Et l'automassage, ce qui est intéressant avec l'automassage, c'est que vous gagnez en autonomie, c'est que vous pouvez le faire à la maison, régulièrement. Vous voulez faire 5 minutes, vous faites 5 minutes. Vous voulez faire ça 1 heure, vous faites ça 1 heure. Vous pouvez faire un protocole de l'ensemble du corps pendant 2 heures. Donc c'est le temps que vous voulez y accorder. Ça aura des bénéfices en termes de conséquences. Ça a des bienfaits. Mais par contre, évidemment, si vous faites ça une fois dans l'année, voilà. Mais si vous faites ça régulièrement comme de la gymnastique, vous avez l'habitude de faire du yoga, de la gymnastique douce, de la piscine, la marche en forêt, etc., etc., vous incorporez l'automassage comme une activité d'entretien. Et là, ça devient intéressant. Et oui, effectivement. Et en termes de travail d'automassage, combien de temps vous conseillez ? Enfin, je connais déjà la réponse que vous aviez évoquée à l'époque. Je le répète à nouveau. Est-ce qu'on doit travailler Bah, je vous dis, il n'y a pas de temps. Moi, si vous allez sur ma chaîne YouTube, hein, c'est gratuit. Il y a des vidéos qui durent 2-3 minutes, d'autres plus longues. On peut travailler que sur les yeux. C'est quelqu'un qui fait de l'ordinateur tous les jours. À un moment donné, il a mal aux yeux. Beaucoup de smartphones, il a mal aux yeux. Enfin, mal dans le sens mal, fatigue oculaire, fatigue nerveuse, fatigue musculaire, etc. Et ben, donc, on va accentuer l'automassage autour des yeux. Donc, on va prendre 3 minutes, 4 minutes et on va faire autour des yeux. Ben, ça va être la même chose autour des oreilles, autour des sinus. Le crâne, si on est vraiment, on a tendance à avoir les pensées, tout le temps penser, avoir la tête bien chaude, intellectualiser, à ce qu'on appelle faire du vagabondage cérébral, etc., etc. Bon, l'activité électrique, faut que ça redescende à un moment donné, hein. Donc là, vous pouvez faire un automassage du crâne pendant 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, du visage, 15 minutes, et c'est, voilà, c'est là, ça pose, la chaleur redescend. Et bien sûr, on peut faire la même chose sur un poignet, sur un coude, sur une épaule, etc., etc. Bon, bah c'est parfait, merci. Voilà. Beaucoup, Antoine, c'était un plaisir de vous un grand plaisir, hein. Ouais. J'ai pu remettre effectivement la page qui vous permet de retrouver Antoine plus régulièrement si vous le souhaitiez. Merci à vous, et puis on reste en contact bien sûr. Bien sûr. Pour de prochaines aventures. Ouais, merci beaucoup, hein. Bah, merci en tout cas à tous les participants. Bon, même si je vous ai pas vu, je vous entends pas, c'est pas grave. N'hésitez pas, Merci, quand même. Voilà. Allez, bah, en tout cas, à très bientôt. À bientôt. Et bonne journée. Merci. Ouais, merci, allez, au revoir. Au revoir, Antoine.
Antoine. Au revoir.